Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée pour ceux qui attendaient la deuxième partie de la vidéo sur ma phlébite. Le problème c'est que, comme je, comme je vous l'ai dit, YouTube est plus quelque chose que je fais avec passion. Avec amour, je prends vraiment plaisir à vous tourner des vidéos, à vous expliquer les choses, mais j'ai aussi un travail à plein temps, le métier d'aide-soignante. Vous devez sûrement le savoir si vous avez déjà regardé une de mes vidéos. Voilà. Je voulais faire le parallèle de mon métier avec ce qui se passe actuellement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le journaliste indépendant Victor Castaner a mené une enquête de 2-3 ans et a sorti un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs. Alors, je suis un peu deg, j'ai commandé ce livre il y a déjà 2 semaines. Sauf que le livre est en rupture de stock partout, il a l'air génial. Et du coup, j'attends mon petit livre. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler de mon expérience en tant qu'aide-soignante dans des EHPAD, en tant qu'élève aide-soignante et en tant qu'aide-soignante, parce que j'y ai travaillé. Donc par contre, on va mettre les choses au clair de suite. Gros disclaimer, c'est-à-dire cette vidéo n'a pour but d'incriminer personne. Je ne citerai pas les structures dans lesquelles j'ai travaillé, les personnes que j'ai vues agir de manière non appropriée. Je ne citerai strictement personne. Mon but n'est pas d'enfoncer qui que ce soit, mon but étant de vous relater mon expérience en maison de retraite. Sachez que tout commentaire, toute insulte, toute menace sera prise en compte et une plainte sera déposée. Je vous rappelle que le tribunal ne se fait pas sur Internet. YouTube n'est pas un tribunal, Instagram n'est pas un tribunal. Faites bien attention à ce que vous écrivez. J'attends de vous de la bienveillance et de l'encouragement vis-à-vis de mes collègues qui travaillent toujours en EHPAD. Parce qu'il faut savoir que mes collègues qui travaillent en EHPAD, la plupart sont des femmes passionnées par leur métier, passionnées par la prise en charge des personnes âgées en EHPAD. Elles font ce métier avec amour, avec un dévouement qui... Je n'ai que de l'admiration pour mes collègues en EHPAD. Elles essaient de faire toujours plus avec le peu de moyens qu'on leur donne. Voilà, donc c'était la partie disclaimer. Vous êtes avertis, le moindre débordement sera signalé à la gendarmerie, je tiens à vous le dire. Bon, sur ce, on va passer de suite à mon histoire. Bon, asseyez-vous correctement, prenez votre petit café, comme dirait Mitsugi, petit café des familles. Alors déjà, je vais vous raconter mon histoire à moi. Donc il faut savoir que moi, mon premier stage en EHPAD, j'avais 15 ans. Donc c'était en 2005. Je me souviens à l'époque, je n'avais pas le permis et j'avais que mon scooter. Donc j'allais en stage dans l'EHPAD, dans le patelin à côté de celui où je vivais. C'est là où j'ai eu ce déclic de, de me dire que je serais aide-soignante. Voilà. C'est là où je me suis dit, je serais aide-soignante et rien d'autre. C'est vraiment là où j'ai appris à prendre soin des personnes âgées plus ou moins dépendantes. Et c'est là aussi où j'ai commencé à me rendre compte de la réalité, de la dureté du terrain. Et du coup, j'ai été mise dans le bain malgré moi. Je vais vous expliquer. Alors, il faut savoir que ce stage, ce que je vous disais, parce que je ne sais pas pourquoi la séquence a été coupée, je sais pas. Bon, continuons. Donc, ce stage, en fait, j'avais 15 ans. C'était un stage d'observation, comme font énormément de collégiens, de lycéens, voilà. Et ce stage-là, en fait, m'a permis de me rendre compte de la dureté du terrain. Et m'a permis aussi de vraiment savoir ce que je voulais, donc c'est-à-dire devenir aide-soignante. Donc j'ai été au lycée, j'ai passé mon BEP,
pendant ma deuxième année de BEP, j'ai passé mon concours d'entrée en école d'aide-soignante, donc j'ai passé l'écrit et l'oral et j'ai été reçue. Me voilà partie en formation aide-soignante. Donc, premier stage hospitalier, deuxième stage EHPAD. Il faut savoir que les stages en EHPAD sont les stages les plus répandus parce que c'est là en fait, il y a tellement d'EHPAD en France qu'on peut y caser facilement une promo. Donc déjà, moi, mon stage en EHPAD, on est arrivé, on nous a de suite mis dans le bain. Et donc je n'ai jamais été observée sur une toilette au protocole. J'avais ma liste de résidents à faire, donc j'en avais moins qu'une MP ou une AS ou une ASH fonction AS, parce qu'il faut savoir que dans les EHPAD, les ASH fonction AS sont légion, on les paye moins cher, elles ne sont pas formées, mais elles sont formées sur le terrain, formées. Donc voilà, donc on avait notre petite liste, on était 3 élèves. Et ce stage a duré un mois pendant lequel j'ai travaillé à 100% de matin. Donc j'embauchais aux alentours des 6h45, un truc comme ça. Et je me souviens plus, je crois que je finissais à 14h45 ou quelque chose comme ça. Vraiment, les horaires, je ne m'en souviens plus. Pendant ce stage-là, je passais ma MSP, ma mise en situation pratique. Donc en fait, c'est une évaluation, donc c'est une cadre qui était venue, moi, de mon centre de formation pour m'évaluer sur un soin, en l'occurrence une toilette. Mais comme je vous disais, en fait, je n'ai jamais été évaluée par mes maîtres de stage ou des aides-soignants, des AMP déjà en poste. Donc j'ai dû vraiment me démerder comme je pouvais. Oui, je suis désolée. Certaines fois, il y a des mots qui vont sortir qui ne sont pas très corrects. Mais en même temps, c'est un sujet qu'on ne doit pas traiter non plus avec légèreté. C'est quand même grave ce qui se passe. Et ce que j'ai vu, moi, dans des EHPAD, c'est grave aussi. Donc je vous disais, je fais mon stage et au bout d'un moment, je demande à une aide-soignante, je lui dis mais pourquoi on ne travaille pas de soir? Parce qu'à l'époque, les 12 heures étaient très peu répandues. Ou les coupés ne se faisaient mais pas beaucoup. Et les élèves ne faisaient pas les coupés. Les horaires coupés, par exemple, c'est 8h midi, 14h, 16h, 18h, 20h, voilà. Donc l'aide-soignante me dit clairement: ah ben c'est parce qu'on a besoin de vous, les petites mains, la manœuvre gratuite. Ok. Donc en fait, elles étaient seules pour 3 étages et on avait mis un aide-soignant, un élève aide-soignant à chaque étage. Comme ça faisait moins de travail pour elles. Alors, ça faisait peut-être... Ça divisait pas leur travail par 2, mais ça leur faisait quand même moins de travail. J'ai envie de vous dire, beaucoup d'élèves vous le diront, main d'œuvre gratuite. Or, un élève aide-soignant, infirmier ou AMP n'est pas de la main d'œuvre gratuite. Cet élève est là pour apprendre, donc on doit prendre le temps, lui montrer, chose que le personnel en EHPAD n'a pas le temps de faire. Ils ont à peine le temps de faire leur travail, ils ne peuvent pas prendre un élève sous leur bras pour leur montrer une toilette au protocole et le voir faire une toilette au protocole, sachant qu'une toilette au protocole, la vraie toilette, elle dure entre 30 et 45 minutes. En EHPAD, on n'a pas ce temps-là. Donc là, j'en viens maintenant au moment où j'ai été diplômée. Après quelques postes dans différentes structures, je suis arrivée dans un EHPAD. Maintenant, je vais vous parler de mon poste que j'ai occupé en EHPAD pendant 1 mois et demi. Donc je venais d'accoucher, donc c'était il y a un moment, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Je venais d'accoucher de mon enfant et je n'avais pas de, on va dire, pas de travail. Donc du coup, j'ai décidé de postuler dans les différents hôpitaux, les différentes cliniques. N'ayant pas forcément de réponse, je me suis tournée vers les EHPAD.
Donc armée de mes CV, de mes lettres de motivation, j'envoie tout ça. 2 jours après, un EHPAD m'appelle. Je tairai le nom de cet EHPAD parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, il est hors de question que je nomme qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire ah là ici ils ont fait ci, ils ont fait ça, telle personne a dit ci, telle personne a dit ça. Non, je vous l'ai dit dans le disclaimer et je le redis. Voilà. Donc au moins les choses sont claires. Je suis désolée, j'arrête pas de me gratter, mais j'ai des allergies là. Le peu de soleil qu'il y a fait fleurir les arbres et je suis allergique au pollen, donc du coup je n'arrête pas de me gratter. Voilà, donc n'ayez pas peur, hein, je suis désolée. Donc j'ai postulé pour un poste d'aide-soignante de nuit dans ce fameux EHPAD qui m'a rappelé au bout de 2 jours. Donc j'ai été reçue en entretien par la directrice de cet EHPAD qui m'a dit écoutez, voilà, vous allez commencer 2 jours pour connaître le fonctionnement de cet EHPAD. En soi, je comprends. Même si ça ne m'enchantait pas de travailler 2 jours, parce que j'ai toujours préféré travailler de nuit. Mais sur le principe, j'étais d'accord. Sur les arguments qu'elle me lançait, j'étais d'accord. Me voilà en commençant 2 jours. Donc je signe mon contrat. Un contrat où j'étais en CDI avec une période d'essai de 2 mois. Donc me voilà arrivée premier jour, donc à peine formée à cet EHPAD, à peine drivée. Il faut savoir que les chariots de nursing étaient dans une réserve, fermée à clé, que c'était l'infirmière qui venait ouvrir, qu'on avait une feuille avec le nom de la personne et ce qu'on devait lui mettre comme change, le matin, le midi et le soir. Oui, nous aussi, nous avions droit à 3 changes sur la journée. Nous avions droit aussi à une boîte de gants. Donc on devait marquer justement sur un papier, Monsieur X avait eu telle protection le matin, telle protection le midi, telle protection le soir. On devait émarger et on devait dire aussi qui avait pris quelle boîte de gants. Par exemple, moi, avec mes petites mains, voilà. Je vais dire Angélique, à telle heure, a pris une boîte de gants taille S. Voilà. Donc le matin, on arrivait, on faisait notre chariot, on rajoutait, comment ça s'appelle, des serviettes de toilette, des gants, des choses comme ça. Et en fait, nous voilà partis, chacune dans notre étage, sachant qu'au rez-de-chaussée, il y avait un secteur dit fermé. Secteur dit fermé, c'est un secteur qui accueille des personnes âgées avec des maladies neurodégénératives, notamment des patients Alzheimer, donc des patients qui peuvent déambuler, parce que la déambulation fait partie de la maladie. Beaucoup de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer déambulent dans les couloirs, ne sachant pas où elles sont, étant complètement perdues. Donc nous devons les rattraper, nous devons les rassurer, nous devons les amener soit dans leur chambre, soit dans la salle commune, dans l'unité fermée, devant la télé. Par exemple, s'il fait beau, on peut les mettre sur la terrasse. Enfin, voilà. Donc, comme je vous disais, nous voilà partis chacune en fait avec notre chariot. Donc, on était seuls pour un étage. Donc, j'avais entre 15 et 20 toilettes. Ça allait de l'aide à la toilette jusqu'à la toilette complète. Et sur cette liste, on avait 2-3 personnes chaque jour qui avaient ce qu'on appelle leur jour de douche. Donc, en fait, ces personnes étaient douchées une fois par semaine, avec des jours définis pour chaque personne. Et du coup, on se retrouvait avec 2-3 douches chaque jour. Donc, me voilà en bonne petite aide-soignante à courir, parce que bien sûr, après les petits déjeuners des personnes âgées dépendantes, on devait monter et on devait aider les personnes sur lesquelles on avait, qui étaient notées en fait sur notre liste. Je courais. Clairement, je courais. Je peux pas dire autrement, je courais.
J'avais calculé, j'avais euh, 5 minutes pour faire une aide à la toilette et j'avais même pas un quart d'heure pour faire une toilette complète, soit au lavabo, soit au lit. Donc quand je dis 5 minutes, ou même pas 15 minutes, c'est-à-dire je rentrais dans la chambre, j'allumais la lumière, j'ouvrais les volets, je réveillais la personne, je, je la levais s'il fallait la lever, l'amener à la salle de bain, je la déshabillais, je lui faisais la toilette, je la rhabillais, je la mettais soit au fauteuil dans sa chambre, ou soit dans son fauteuil roulant, et ensuite je devais la monter ou la descendre en salle commune. Voilà, parce qu'il y avait des personnes qui étaient dans les étages, qui étaient complètement dépendantes, mais qui ne nécessitaient pas une unité surveillée ou une unité fermée. Donc, franchement, c'était la course. C'était la course. En gros, je rentrais dans la chambre, la personne n'était même pas réveillée. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Alors, paf, j'allume la lumière, paf, j'ouvre les volets, je retire les draps, la couverture. La personne âgée était limite à moitié réveillée, qu'elle était déjà presque nue, en fait, parce que concrètement, je n'avais pas le temps. Je devais avoir fini mes 15 à 17 toilettes à 11h45 parce qu'après il fallait monter tout le monde ou descendre certaines personnes pour le repas du midi. Donc je vais vous parler aussi du petit déjeuner. C'est vrai que ça j'en ai pas parlé. Donc les personnes dépendantes qui étaient en unité protégée, il fallait les faire manger pour la plupart. Donc qu'est-ce qu'était leur petit déjeuner? Leur petit déjeuner, c'était un bol de blédine, l'équivalent de la blédine en fait. La blédine, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est une sorte d'épaississant, une sorte de poudre qu'on donne essentiellement aux enfants, et on peut en donner aussi aux personnes âgées, où dedans il y a des protéines, il y a pas mal de choses en fait dedans. C'est de la poudre, c'est une sorte de poudre. Alors c'est pas protéiné parce il y a quand même des glucides dedans, je connais pas la composition exacte et je vous avoue que j'en ai donné à mon enfant fut un temps, mais ça remonte quand même à il y a presque 10 ans. Mais ça sert aussi à caler l'estomac quand, par exemple, les enfants grandissent et que ils peuvent pas encore avoir un petit déjeuner avec, par exemple, du pain, des biscottes, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, ces personnes âgées-là avaient un bol avec ça de blédine au fond. Ouais, ouais, ça de blédine au fond. Et cette blédine-là, on la mélangeait avec soit du lait, soit du café, soit de l'eau, en fonction de ce que la personne préférait, j'ai envie de vous dire. Mais tous les repas, enfin tous les petits-déj en fait, étaient détaillés. On savait que Madame X prenait sa blédine avec du lait, Monsieur Y prenait sa blédine avec du café. Et en fait, on les faisait manger. Ensuite, on leur faisait faire une toilette, enfin, on leur faisait une toilette complète parce que c'était des personnes qui ne pouvaient plus faire quoi que ce soit, c'est-à-dire que même le bol de blédine, on leur posait devant, ces personnes avaient une atteinte neurodégénérative qui faisait que les pauvres, elles ne savaient même pas prendre le bol, prendre la cuillère, manger. Il fallait qu'on les fasse manger. Si on ne les faisait pas manger, en fait, ils ne mangeaient pas. Sauf que ces personnes-là, en fait, comme je vous disais, elles n'avaient que ça. Pour le petit déjeuner. Comment vous dire que j'ai été interpellée plusieurs fois par des personnes dans la matinée qui me prenaient la blouse comme ça et qui me disaient: Angélique, j'ai faim. Ouais. Au début, je disais: bah écoutez, je vais essayer de vous trouver quelque chose à manger, un gâteau, un biscuit, un bout de pain, voilà. Je ne trouvais pas. Tous les placards étaient fermés, à clé. C'était pas nous qui avions les clés. Et tout était rationné.
Oui, oui, oui. Tout était rationné. Comment faisait-on? Eh bien, on ne faisait pas. Les personnes étaient obligées d'attendre jusqu'à midi pour pouvoir manger. Donc, je reprends sur les toilettes, nous voilà partis, toutes comme on pouvait. On fait nos toilettes. Donc, moi, j'étais toujours en retard. J'étais toujours en retard. Donc, j'avais le droit à des réflexions de la part de mes collègues, enfin de mes anciennes collègues, parce que justement, j'allais pas assez vite, parce que je les mettais en retard. Enfin, voilà. Et un jour, justement, je demande à une collègue, je lui dis, mais tu fais comment, toi, pour arriver à faire toutes tes toilettes, mais en si peu de temps? Parce que moi, clairement, les laver de la tête aux pieds, je suis tout le temps en retard. Je n'y arrive pas. Et là, elle me regarde, avec deux grands yeux comme ça, elle me dit, mais tu les laves en entier? Bah, bien sûr que oui, je les lave en entier. Pourquoi? Oh, mais faut pas t'embêter. Tu fais le TMC. Alors là, je vais être grossière, mais je vais vous dire en quoi consiste le TMC. Parce que je ne savais pas moi non plus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est le TMC? TMC, c'est tête, main, cul. Voilà. Et elle me rajoute, non, parce que t'embêtes pas, hein, ils sont lavés une fois par semaine. Hein. Alors là, j'étais là. Je dis, mais en fait, c'est pas possible. C'est où est-ce que je suis tombée? Je n'ai jamais vu ça. Bon, je prends sur moi, j'ai dit il est hors de question que je fasse ce qu'elle appelle le TMC. Donc j'ai continué à faire mes toilettes complètes, à faire mes douches, à faire mes aides à la toilette, parce qu'il faut savoir qu'en EHPAD, les personnes âgées qui demandent une aide à la toilette, ces personnes-là, elles vont mettre du temps en fait. Elles vont mettre du temps à se faire la toilette du visage, se faire la toilette du buste, éventuellement se faire la toilette des jambes, tout dépend en fait de leur degré d'autonomie. Mais ces personnes-là, elles vont pas le faire aussi vite que nous, personnes ayant pleine possession de notre autonomie. Elles vont mettre plus longtemps. Et le problème, c'est que nous, comme nous n'avons pas le temps, c'était souvent, bah, laissez, je vais le faire. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que la personne âgée qui est semi-dépendante, qui relève juste d'une aide à la toilette parce qu'elles ne peuvent peut-être pas se baisser pour se laver les pieds ou pour se laver le siège. Mais ces personnes-là, en fait, on va les rendre dépendantes. Elles vont perdre en autonomie, elles vont perdre au niveau de la marche parce que c'est pareil. Si ces personnes-là, elles marchent avec un déambulateur, eh bien, ça va plus vite de les prendre, de les mettre dans un fauteuil roulant, d'amener le fauteuil dans la salle de bain, de les mettre sur une chaise, et puis allez-y, en avant, faites votre toilette. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Comme je vous disais, en fait, pour une aide à la toilette, donc il fallait que j'ouvre les volets, j'allume la lumière, je réveille la personne, je la lève, je la lave, je refais le lit. Donc soit on changeait les draps, soit on les changeait pas, parce qu'ils avaient des jours pour changer leurs draps. Ou soit quand les draps étaient souillés, mais entre guillemets, il fallait le justifier. Et si c'était tous les jours, on pouvait prendre une réflexion comme quoi ça coûtait cher de laver les draps. Donc ensuite, mes toilettes finies, venait le moment du repas du midi. Donc là, ce qu'on faisait, c'est que tout le personnel soignant, donc faut pas s'enjailler, on était trois, on descendait dans le secteur fermé et on allait faire manger les personnes. Donc il faut savoir que ce secteur avait plus d'une dizaine de lits. Sachant que on avait combien? On n'avait pas une heure pour faire manger plus d'une dizaine de personnes à trois. Moi, je me suis vue faire manger 3 personnes en même temps. Donc, c'est-à-dire que je mettais une personne de chaque côté
et une autre en face de moi. Et en fait, avec les cuillères, hop là, tenez, tiens, tiens, hop, comme ça. Entrée, plat, dessert. Il fallait aller vite. Il fallait aller vite. Ensuite, il fallait justement prendre ces personnes et les changer après le repas. Donc, si par exemple, dans la matinée, elles avaient eu des selles ou des urines, en fait, on n'avait pas le temps de les changer. On était dans les étages et elles étaient toutes seules dans leur secteur fermé. Certaines étaient dans des fauteuils roulants, certaines étaient dans ce qu'on appelle des fauteuils coquilles. Ce sont des gros fauteuils roulants qui sont un peu en arc de cercle. Voilà. Parce que ces personnes-là, la maladie est tellement à un stade avancé que même se tenir assis, elles n'y arrivaient plus. Donc on les mettait dans des fauteuils coquilles et ensuite on penchait un peu vers l'arrière le fauteuil coquille pour éviter que ces personnes-là tombent en avant. Donc on faisait manger comme ça 3 à la chaîne. Quand j'avais fini mes 3, hop, je passe à une autre table. Allez hop, vite. On les changeait, on montait dans les étages pour aller changer les personnes qui avaient mangé dans la salle commune, des personnes qui n'étaient pas dépendantes, mais qui nécessitaient quand même une aide à la toilette ou une aide au change, enfin voilà. L'après-midi, on distribuait les goûters. Il faut savoir que une fois qu'on avait fini de faire manger tout le monde, on avait le droit à une demi-heure de pause. Donc on allait manger, parce que je peux vous dire que depuis 6h30 du matin, enfin, tu t'es pas posé, t'as même pas pris de café en fait, enfin, t'as faim. Donc on allait manger, et voilà l'heure du goûter. Donc souvent, ce que mes collègues faisaient, c'est que dès qu'elles avaient fini de manger, elles commençaient la mise en pyjama des personnes âgées dépendantes. Parce qu'en fait, le soir, on n'allait pas avoir le temps. Donc ces personnes âgées dépendantes, à partir de 15h à peu près, on les prenait une par une et on allait les mettre en pyjama. Voilà. Jusqu'au lendemain qu'on leur fasse la toilette. Et ensuite venait l'heure du goûter. Donc on donnait à goûter à chacun, pareil, c'était rationné. Donc ils avaient ni plus ni moins que ce qui avait été donné. Donc, par exemple, une madeleine avec un café, un chocolat au lait, voilà. Mais si la personne, admettons, elle avait faim parce que elle avait de l'appétit, ou alors le repas du midi ne lui a pas plu, et du coup, elle voulait manger un petit peu plus, on ne pouvait pas lui donner plus. On ne pouvait pas. Donc, non. Voilà. Après, on continuait la mise en pyjama. Puis venait sur les coups de... Allez, il me semble qu'à l'époque, c'était 17h30, 18h. Entre 17h30 et 18h, on installait tout le monde à table. Les personnes âgées dépendantes, je parle, en unité fermée. Et j'ai mon chat qui est là, qui fait le beau sur le lit. Désolée. Ça va toi? Tu vis ta best life? Ouais? Ouais. Il me déconcentre. Donc je vous disais, voici l'heure du repas pour les personnes âgées dépendantes en secteur fermé. Donc la même. Je me mettais à table et j'en faisais manger 2, 3, 2, 3, voilà. Pour aller au plus vite. Une fois fini, ces personnes-là, on allait les coucher. On allait les coucher parce qu'après, il allait falloir aller chercher en salle commune les personnes qui nécessitaient une aide au coucher. Donc on couchait tout le monde, allez, 18h30, 19h, 19h, dernier carat, tout le monde en bas était couché. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, on va dire 7h qu'on les lève. On monte dans les étages et c'est pareil, on avait une liste.
Et on avait, pareil, on devait marquer Monsieur X, telle protection, Madame Y, telle protection, voilà. Et on avait, donc moi j'étais toute seule le soir sur mon... Non, on était deux. On était deux pour toute la maison de retraite. Voilà. Et on avait environ une vingtaine de personnes à mettre en pyjama, à changer et à coucher. Voilà. Donc malheureusement, comme l'ont dit mes collègues dans certains des reportages que j'ai pu voir, on était maltraitants, oui, il faut dire ce qui est, il faut appeler un chat un chat. On était maltraitants parce qu'on subissait des pressions de la direction, parce que le travail n'était pas fait en temps et en heure. Donc du coup, c'est limite si on prenait pas les gens et qu'on les jetait dans le lit. Voilà. Il y en avait certains, quand on avait eu le temps, on avait été les chercher en salle commune avant le repas. On les avait déjà mis en pyjama. Donc on avait juste à les changer, à les coucher, à les installer bien correctement pour la nuit. Et voilà. Autant vous dire que le soir, c'était sportif, comme le matin. Bon. Et puis, donc je fais mon temps et je vois en fait au fur et à mesure des dysfonctionnements, une manière d'agir qui ne me plaisait pas. Je ne me retrouvais pas dans ce poste-là, dans cette prise en charge. Et je vais voir la directrice de l'EHPAD à l'époque et je lui dis, écoutez, pour les personnes âgées dépendantes, ce qu'ils mangent le matin, donc ça blédine, ils mangent ça, il est à peu près 7 heures, 7h30. Ça fait plus de 12 heures qu'ils n'ont pas mangé. Et en fait, on leur sert ça. Donc, en termes de quantité, c'est comme si vous preniez un yaourt et demi, allez, je vois large, mettiez ça au fond d'un bol et en fait, vous leur faites manger ça. Oui, mais ça fait pas béroille, quoi. Ça tient pas au corps. Et la directrice me répond, mais vraiment avec un aplomb qui m'a fait froid dans le dos. Elle me dit, mais en fait, cette quantité de blédine, il faut savoir que la quantité de blédine était pesée par le cuisinier et qu'ils avaient tous la même quantité. Donc un monsieur qui faisait 1,90 m pour, par exemple, une centaine de kilos, avait la même proportion qu'une dame qui faisait 1,50 m pour 45 kilos. Voilà. Donc il n'y avait même pas de prise en charge personnalisée. Et pareil pour chaque repas, les quantités étaient les mêmes. Donc cette directrice me dit, oui mais de toute façon, cette quantité-là, c'est leur apport journalier pour le petit déjeuner. En fait, c'est la quantité de calories qu'ils doivent ingérer pour le petit déjeuner. Ouais, mais je lui ai dit en fait, ils ont faim, regardez ça. Enfin, ils ont un fond de bol. Certes, c'est épaissi, mais ça tient pas. Les pauvres patients, ils n'ont pas mangé depuis plus de 12 heures. Forcément, ils ont l'estomac qui crie famine au bout de 2 heures. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça. Ok, bon. Pareil, la pénurie de couches. Donc, vous aviez par exemple une épidémie de gastro dans la maison de retraite. On n'avait pas de couches. Parce que par exemple, Monsieur X, vous le changez à 8 heures. Malheureusement, à 9 heures, il a eu des selles ou il a uriné. Et vous voulez le changer, ok. Mais en fait, ça veut dire que votre protection de midi, vous allez être obligé d'avancer celle de 14 heures. Et puis si à 14 heures, vous voulez le changer, vous avancez votre protection de 18 heures ou de 20 heures. Parce que ça, c'est pareil, les personnes âgées dépendantes. On les changeait après le repas du soir ou avant quand on les mettait en pyjama. Mais vous imaginez en fait, elles passaient pour certaines de 17 heures jusqu'à
jusqu'à peu près 21h, 22h à peu près, le temps que l'équipe de nuit arrive, finisse certains couchés si nous n'avions pas le temps. Ben en fait, ouais, elles passaient plusieurs heures dans leurs urines, dans leurs selles. Enfin, c'est. Puis je vous dis, fallait pas qu'il y ait d'épidémie de gastro. Ou une personne âgée qui avait une infection urinaire. En fait, on ne pouvait pas changer. Mes collègues l'ont bien rapporté dans les différents reportages. Il y a même une collègue du côté de Marseille qui avait déjà lancé l'alerte avec 3 autres de ses consoeurs, comme quoi, euh, ben en fait, ouais, on ne pouvait pas les changer. Et cette collègue-là a été renvoyée pour insubordination parce qu'elle a osé réclamer une protection en plus pour un patient. Vous imaginez? Vous imaginez enfin, on est soignant, et je vais reprendre ses propos à elle parce qu'ils sont vrais. En école, on ne nous forme pas à faire une toilette en un quart d'heure. On ne nous forme pas à ne pas changer les gens, à les laisser dans leurs urines, dans leurs selles, à travailler à la chaîne, parce que clairement, c'est du travail à la chaîne. Enfin, même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait ce métier-là pour travailler comme ça? Non, jamais, au grand jamais, j'ai fait ce métier-là pour travailler à la chaîne. Ce n'est pas possible. Avec des personnes qui payaient plus de 2 000 € par mois pour pouvoir être pris en charge comme ça, pour être lavé une fois par semaine. Mais c'est atroce en fait. C'est atroce. Donc, je, je, franchement, je suis dépitée de voir que rien n'a changé. J'en parlais avec une amie à moi qui a fait son BEP avec moi, qui a travaillé en EHPAD, qui a fait des stages en EHPAD. On est navré en fait de voir que depuis, donc on a fait notre BEP en 2008, rien n'a changé. Rien n'a changé en fait, c'est la course à la rentabilité. Donc on rogne sur des choses de base. Pourquoi? Pour faire des économies de bout de chandelle, pour que des actionnaires puissent s'en mettre plein les poches. Parce que moi, là où j'ai travaillé, ce n'était pas une EHPAD du groupe Orpea ni Corian. C'était un autre groupe. Mais c'est pareil. Ce groupe-là était coté en bourse. Ce groupe-là avait des actionnaires. Et quand je voyais, j'avais un patient qui, lui, n'avait pas énormément de moyens, qu'il avait travaillé en tant que forain toute sa vie, et ce monsieur n'avait pas énormément de moyens, donc il avait réussi à mettre un petit peu de côté, mais à coût de 2 400 € par mois. Enfin, ça va vite, les économies, elles partent, mais comme ça. Donc, au bout d'un moment, quand on ne peut plus payer, qui c'est qui paye? Ben, c'est les enfants. Vous trouvez ça normal que des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui, qui ont mis de côté le moindre sou pour se dire au cas où si il se passe quoi que ce soit ou pour mes vieux jours, et en fait elles sont traitées comme ça? Non, je ne suis pas d'accord. Et après, on entend. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller voir. Donc, c'est le passage en commission du PDG d'Orpea et d'un autre cadre très, 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 très haut placé. Mais alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est la manière dont ils se sont fait découper. Découpés par les élus. Mais par contre, leur message est navrant, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun argument, ils brodent, mais clairement, ils essaient de vous enfumer dans des discours à rallonge. En fait, on te demande
une réponse. On ne te demande pas un monologue sur oui, mais moi je me suis engagée parce que pour des raisons personnelles. Non, en fait, ça, on s'en fout de ta vie. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Bon. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi, en fait, tu rationnes. Pourquoi tu te permets de dire ils n'auront que 3 couches dans la journée. Voilà, aïe, aïe, Félix. Donc, je vous présente Félix, un de mes chats, un de mes assistants personnels. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Voilà. Regardez, il s'est posé. T'es bien là, mon fils? Ouais. 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 Je vous laisse ce petit passage qui est plein de tendresse et d'amour. Mais pour en revenir à ce que je disais, en fait, on te demande des explications. On ne te demande pas de te cacher derrière des fumisteries à essayer justement de noyer les gens sous un flot de paroles qui n'ont ni queue ni tête. Et tout ça pourquoi, en fait? Ben pour déjà dire, alors ça aussi c'est rigolo, on dit, ce sont les premiers à dire, oui mais le personnel soignant, tu mets des poils partout. Le personnel soignant fait un travail formidable. Par contre, plus tard dans l'interview, le passage en commission, cette même personne dit oui, mais le personnel soignant, en gros, à chaque fois, vous pouvez être sûr que ça vient de la faute du personnel soignant. Le personnel soignant n'est qu'une victime. Des pressions hiérarchiques sur la course à la rentabilité, sur le fait de faire des toilettes à la chaîne, tout. Qui en fait les frais? Ce sont les résidents, les clients, pardon. Oui, parce que ce sont des clients, voilà. Hein. Mesdames, messieurs les cadres, je vous écoute. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui verront cette vidéo, et j'ai pas peur en fait de dire ce que je pense. Parce que c'était il y a quelques années. Je n'ai pas cautionné ça. Je suis partie de l'EHPAD sur lequel je vous raconte ces faits. J'ai démissionné quand j'ai parlé avec la directrice et je lui ai dit ce qui n'allait pas dans son EHPAD et que nonchalamment, bah oui, mais ça coûte de l'argent. Ah, excusez-moi. Hein. Donc voilà, le lendemain, je faisais mes affaires et je posais ma démission. Et je suis allée clairement faire une remise en main propre auprès de la directrice parce que je voulais lui dire ce que j'avais à lui dire le fond de ma pensée parce que je n'avais pas peur de lui dire ce qui n'allait pas. Putain, c'est n'importe quoi là. Félichou, il est très passionné par la vidéo. Donc voilà, donc c'était mon expérience en EHPAD. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais même faire une FAQ, je pourrais développer certains points. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Par contre, je le redis, tout ce que je vous demande, c'est de la bienveillance. Sachez que le personnel en maison de retraite n'est pas tout le personnel qui maltraite sciemment, on va dire, parce que je suis désolée, mais des soignants, comme on a pu le voir, qui battaient, qui tapaient, qui poussaient des personnes âgées, ça par contre c'est de la maltraitance. Il vient de se passer quelque chose de bizarre, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que ça arrive. Tout à l'heure, mon ordinateur, la vidéo s'est bloquée et là, mon ordinateur s'est quasiment éteint. Aurais-je des ennemis qui me surveillent? Je sais pas. Mais il faut savoir que nous, personnel soignant, malheureusement, on a été victime de maltraitance de la part de notre direction, mais nous avons été maltraitants aussi envers des personnes âgées, parce que ne pas respecter le rythme de la personne âgée,
Parce que par exemple, il y a des gens pour les réveiller. Enfin, je sais que moi personnellement, vous rentrez dans ma chambre, vous allumez la lumière, vous ouvrez les volets, dehors. Tu sors et tu me laisses me réveiller. Voilà, donc ça déjà, ça fait partie de la maltraitance. C'est comme si demain je rentrais chez vous, j'allumais tout. Enfin, c'est chez vous. Voilà, c'est une intrusion. Les personnes justement qui ont la faculté de pouvoir se laver le visage ou qui veulent, pour des dames par exemple, être coquettes, se mettre de la crème sur le visage, se maquiller. En fait, nous, on peut pas. On n'a pas le temps. Ça, c'est pour la direction, c'est du superflu. Parce que nous, on est là pour des soins d'hygiène purs et durs. Alors on aimerait pouvoir faire des jolies coiffures aux personnes, les maquiller, les faire se sentir belles. On peut pas. C'est du superflu. C'est de la maltraitance. Nous sommes maltraitants malgré nous. Parce qu'on leur laisse pas le temps de faire les choses. Donc, les personnes, au bout d'un moment, perdent en autonomie. C'est de la maltraitance. J'ai agi, comme je vous ai dit dans la vidéo, et j'ai très vite pris conscience que moi, agir comme ça, ce n'était pas possible. Je n'ai pas fait ce métier pour ça. Il va me faire une bêtise. Non, tu restes sur un genou, maman. Et clairement, je trouve les comportements des hiérarchies complètement minables. C'est minable. La course à la rentabilité, en fait, ils se font de l'argent sur le dos de la vieillesse. Mais en fait, quand on travaille avec de l'humain, on peut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des dossiers, même si pour eux, en fait, ce sont des dossiers. Ce sont des chiffres. Mais ces personnes-là ont été complètement déshumanisées parce que le profit, la rentabilité, les bénéfices, voilà. Donc, j'aimerais, pour terminer cette vidéo, j'aimerais, comment dire, lancer un message à toutes mes collègues aides-soignantes, ASH, infirmières, AMP, qui ont fait partie de ces EHPAD, qui ont eu ce mode de fonctionnement malgré elles, parce qu'elles n'avaient, entre guillemets, pas le choix. Parce qu'attention, hein, je vois de suite les commentaires arriver en disant oui, mais de toute façon, fallait partir. Ouais, 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 on peut partir. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que dans 95% des EHPAD, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, quand on habite dans des départements ruraux, qu'il n'y a pas énormément de structures hospitalières, qu'il y a beaucoup plus d'EHPAD que d'hôpitaux, ouais, vous allez quitter une EHPAD pour retrouver exactement le même mode de fonctionnement que ce que vous avez quitté. Donc, que ça soit là ou ailleurs, on retrouve parmi le personnel restant, on retrouve des aides-soignantes, enfin du personnel soignant, aides-soignantes, ASH, AMP, qui sont résignées, qui font ce qu'elles peuvent, qui essayent de tenir le bateau à flot, mais clairement qui sont en souffrance, qui demandent des effectifs en plus, qui demandent du matériel en plus. En fait, on ne les écoute pas. Donc certaines restent, et franchement, ces personnes-là, elles ont toute mon admiration et tout mon courage. Et on a du personnel qui part, du personnel qui va travailler donc, dans différentes structures, différents départements, qui changent carrément de métier parce qu'elles ont été complètement dégoûtées. Et je les comprends aussi. Et à ces personnes-là, j'aimerais vous dire, tenez bon. À toutes mes collègues de France et de Navarre, je vous témoigne tout mon soutien. Je sais ce que vous avez vécu. Et clairement, vous avez tout mon soutien. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu décousue, on va dire. Et c'était aussi un cri du cœur. Parce que, en tant qu'aide-soignante,
et ayant travaillé dans des EHPAD, je me devais d'en parler, parce que j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses, comme je vous disais en début de vidéo. Maintenant, je travaille dans un hôpital. La situation est bien mieux. Nous pouvons prendre des patients en charge correctement. Ils ont des prises en charge adaptées à chacun. Des prises en charge qui sont bien... Ouais, qui sont complètes. Et c'est génial. C'est une autre qualité. C'est une qualité de travail, en fait. Et j'ai des patients, du coup, qui ont confiance en nous, qui, quand par exemple, un patient nous dit qu'il a mal, il sera pris en charge quasiment immédiatement. Le mot sera passé au médecin, ou alors on appelle le médecin de suite, et voilà, un antidouleur est prescrit, voilà. Vraiment des prises en charge qui sont complètes. Je suis très heureuse de travailler dans cet hôpital. J'ai découvert énormément de choses aussi, et j'ai découvert des équipes qui sont formidables. Donc, à mes collègues d'EHPAD, vraiment, vous avez tout mon soutien. Et je ne peux que vous dire bonne chance, clairement. Voilà. Donc c'était cette vidéo. Comme je vous ai dit, elle est décousue, je me répète, des fois je tourne un peu autour du pot, mais sur ce genre de sujet, en fait, on peut... étant soignant, je ne pouvais pas m'en tenir, entre guillemets, à un script, comme j'ai pu faire pour la PMA ou pour la phlébite. Donc, par exemple, voilà, je me faisais quelque chose de défini. Non. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, voilà. Parler de quoi, parler de quoi. Non. Non, je ne pouvais pas. Donc, je suis désolée si ce n'est pas une vidéo de qualité, mais en tout cas, c'était un cri du cœur, un témoignage. Et comme je vous ai dit, je ne supporterai aucun commentaire insultant, négligent. Voilà. Je vous rappelle que la loi est très claire. Le harcèlement numérique, les menaces de mort, les menaces tout court, les insultes sont répréhensibles. Je vous laisse aller regarder sur internet pour voir ce que vous en courez. Par contre, je n'hésiterai pas à porter plainte contre ces personnes parce que je ne veux que de la bienveillance. Comme je vous ai dit, le personnel soignant, au même titre que les patients, sont victimes. Donc, ne soyez pas malveillants envers nous. Ne nous jetez pas la pierre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore désolée pour la vidéo un peu décousue. Allez, Félix et moi on vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous tout le monde!